Bien, bonjour à tous. Nous allons commencer cette session consacrée aux différents aspects de la politique menée par l'administration Donald Trump, l'administration américaine. Donc, je m'appelle Patrick Artus et je vais animer et modérer cette conférence. Et puis, j'interviendrai aussi sur le fond. Et donc, on va accepter gentiment de participer à ce débat de ce matin. Donc, je mets dans l'ordre d'intervention Hélène Baudchon, qui est à ma droite et qui est chef économiste adjointe de BNP Paribas. Antoine Bouet, qui est là-bas, qui est directeur du CEPI. Dans l'ordre, Juan Carluccio, qui est conseiller scientifique à la direction des études de la Banque de France. Raphaël Gallardo, qui est là-bas, qui est chef économiste de Carmignac, et Anton Brinder, qui clôturera avant que vous ayez la parole pour des questions, qui a été longtemps chef économiste de Candriam et qui est un économiste prolifique, qui publie de nombreux livres. Donc, cette session va évoquer, j'espère, tous les aspects domestiques, internationaux des politiques économiques que nous voyons à l'œuvre depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche aux États-Unis. Bon, avant de passer la parole à Hélène, je voudrais me concentrer sur un aspect de cette politique qui est le mercantilisme. Je crois que la politique de Donald Trump a tous les aspects d'une politique mercantiliste, c'est-à-dire une politique qui ignore l'avantage qu'il y a à échanger internationalement, hein, qui nie qu'il y ait un gain à l'échange et qui vise à promouvoir la production domestique de tous les biens. Et effectivement, cette politique de l'administration Trump a utilisé les droits de douane, utilise la préférence nationale, essaye de pousser les différents pays à investir aux États-Unis, essaie de réindustrialiser les États-Unis, et donc essaie comme objectif affiché de faire disparaître le déficit extérieur des États-Unis. Alors pour l'instant, c'est un échec. Hein. Le déficit extérieur des États-Unis en 2025 a été extraordinairement élevé, quoi qu'il se réduise en cours d'année, hein, mais il est quand même toujours très élevé. Mais c'est une politique donc qui a toutes les caractéristiques d'une politique de type mercantiliste. Et à nouveau, le point important, c'est que les mercantilistes nient qu'il y ait un profit, un bienfait à tirer des échanges avec le reste du monde. Alors, le problème de l'Europe, et Antoine évoquera beaucoup plus en détail le problème de l'Europe, c'est que l'Europe est confrontée à deux pays qui ont une politique mercantiliste, les États-Unis et la Chine. La Chine a aussi comme objectif de stimuler ses exportations, de gagner des parts de marché à l'exportation, a fait une politique industrielle très, très importante. La politique industrielle de la Chine coûte 2 points de PIB. C'est 4 fois plus que la politique industrielle de l'Europe, a une politique protectionniste, etc. Et donc aussi en Chine, nous trouvons tous les aspects d'une politique mercantiliste. Et donc la question centrale, c'est quelle doit être la stratégie des autres pays. Alors dans l'histoire, quand des grandes puissances ont adopté le mercantilisme, le protectionnisme, les autres ont été poussés à faire la même politique. Et parce qu'il y avait une trop grande dégradation de leur situation extérieure, de leur situation commerciale. Et donc, il y a eu des vagues de protectionnisme, par exemple, qui partaient des États-Unis, par exemple, en 1930, et qui s'étendaient à l'ensemble des autres pays. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un point que peut-être débattra Antoine, aujourd'hui on est dans une situation différente parce qu'il y a un monde hors États-Unis et Chine. Quand vous regardez l'ensemble qui est formé du Canada, de l'Union européenne, du Royaume-Uni, de la Turquie, de l'Inde, etc., c'est un monde qui pèse autant en termes de parité de pouvoir d'achat que les États-Unis et la Chine réunis. Et donc, on peut rester avec une organisation différente. Moi, je crois que ces autres pays ont intérêt à s'entendre pour rester en libre-échange et stimuler leur croissance en bénéficiant de ces échanges. Alors, une difficulté, c'est quand on regarde
alors c'est des travaux du CEPI, que les avantages comparatifs des différents pays, on voit qu'ils sont quand même assez proches. Et donc, on devrait baser cette stimulation de la croissance par plutôt un développement des échanges intra-branches, plutôt des échanges des mêmes catégories de biens, plutôt que des spécialisations interbranches. Mais je crois que c'est une question très profonde et l'Europe en particulier devra répondre à cette question, comment on réagit au mercantilisme américain et au mercantilisme européen. Donc, sur ces paroles, je me tais et je passe tout de suite la parole à Hélène qui va soutenir la thèse que les politiques de Trump affaiblissent les États-Unis et elle va nous expliquer pourquoi ces politiques affaiblissent les États-Unis. Merci Patrick. Donc bonjour à toutes et tous. Donc je suis vraiment honorée et ravie d'être là devant vous aujourd'hui pour participer à cette session et à cette table ronde et essayer d'apporter des éléments de réponse et d'analyse donc à cette vaste question vers quel monde nous conduit Trump. Donc effectivement pour ma partie je vais la décliner dans les termes suivants en écho avec ce que Patrick vient de dire. Donald Trump va-t-il laisser une économie américaine plus forte ou affaiblie à la fin de son mandat en 2028. Alors bien sûr, vous ne serez pas surpris si je commence par vous dire qu'en fait, on ne sait pas trop aujourd'hui, il est difficile de répondre avec certitude à cette question, tant l'attractivité et la solidité de l'économie américaine sont aujourd'hui traversées, soumises à des forces contraires, et puis parce qu'il peut aussi se passer encore beaucoup de choses d'ici 2028. Mais si je raisonne en probabilité, et c'est ce que vient de dire Patrick, je dirais qu'effectivement, il est plus probable que l'économie américaine sorte affaiblie plutôt que renforcée de ce mandat. C'est vrai que si l'on en croit les objectifs recherchés, annoncés par l'administration Trump, l'économie américaine devrait être plus forte d'ici 2028, avec plus d'emplois industriels, moins d'inflation, des taux d'intérêt plus bas, un dollar et un pétrole plus bas, une compétitivité retrouvée, des déficits jumeaux, c'est-à-dire commercial et budgétaires, réduits. Ça, ce sont les objectifs de l'administration Trump. Sauf qu'on peut vraiment se poser la question, est-ce que ces objectifs seront au rendez-vous ? Et c'est loin d'être acquis, en tout cas au moment où on se parle, il y a beaucoup d'incertitudes et nous, dans notre jargon d'économistes, voilà, on voit plus de risques à la baisse que de risques à la hausse. D'abord, il y a la question du style de gouvernance de Donald Trump. Le président américain est lui-même, en fait, un facteur important d'incertitude et d'instabilité. Il est constant dans cette inconstance, mais cela porte préjudice à l'environnement des affaires et à l'activité économique. Les entreprises, les ménages, les administrations publiques, n'importe quel agent économique souhaite avoir de la visibilité pour se projeter dans l'avenir, et la politique économique de Trump est tout sauf lisible et prévisible. Et donc, en plus de cette forme déstabilisante, il y a aussi le fond, cette politique économique américaine qui est assez iconoclaste, c'est le mot que j'ai trouvé pour résumer ce qui se passe outre-Atlantique, disruptive, alors le mot n'est pas forcément français, mais je pense que vous le comprenez bien, est marquée par un certain nombre de contradictions internes et par des remises en cause aussi qui sont préoccupantes. Je vais illustrer un peu, voilà, contradiction et remise en cause. Côté contradiction, j'ai au moins un premier exemple à l'esprit, c'est celui du pétrole. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant la campagne électorale, Donald Trump avait comme un slogan « Drill, baby, drill », donc cette idée d'inciter les producteurs d'hydrocarbures américains à forer. Sauf que pour ce faire, il faut que le prix du pétrole soit plutôt élevé, et c'est en totale contradiction avec son souhait d'avoir un prix du pétrole bas qui, lui, est favorable aux consommateurs. Donc, vous ne pouvez pas avoir les deux en même temps. Et aujourd'hui, par exemple, avec le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient, le prix du pétrole s'est enlevé. Ça fait le bonheur des producteurs d'hydrocarbures américains, mais ça fait le malheur des consommateurs américains. Il y a aussi un sujet dollar, et je pense que ça sera également évoqué par les autres personnes lors de cette table ronde, mais pour illustrer ces aspects un peu de contradiction, en tout cas nous, tel qu'on l'interprète, l'administration Trump souhaite à la fois un dollar faible pour soutenir les exportations américaines, mais elle ne veut pas non plus le voir perdre sa force en tant que valeur refuge et monnaie de réserve internationale.
En résumé, si on fait le bilan de 2025, on a eu un dollar qui s'est affaibli, alors depuis un point très très haut. Donc pour moi aujourd'hui le dollar n'est pas faible, il est seulement moins fort, mais en tout cas on a eu une dépréciation significative. Donc pour Trump, il peut cocher au moins cette case-là sur sa liste. Mais au passage, le statut du dollar en tant que valeur refuge et monnaie de réserve a été quelque peu écorné, et ce n'est pas forcément bon signe. À noter aussi qu'un dollar plus faible est facteur d'inflation. En termes de remise en cause préoccupante, j'ai en particulier à l'esprit toutes les menaces, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais les menaces de l'administration Trump, assez explicites vis-à-vis de l'indépendance de la Banque centrale américaine, la Réserve fédérale. Et c'est clairement un facteur de risque. Alors, sur l'inflation, si la Banque centrale perd sa crédibilité dans sa maîtrise et dans son contrôle de l'inflation, alors ce n'est pas du tout notre scénario central, ce n'est pas une hypothèse par défaut, mais c'est vraiment un point d'attention à avoir à l'esprit. Autre point, on va dire, problématique, ce que j'appelle plutôt une non-remise en cause, vous allez comprendre, à propos des causes du déficit extérieur américain, qui, d'après ce que je comprends de l'administration Trump, serait externe et non pas aussi, voire surtout, interne. Vous connaissez, je pense, probablement l'expression qui vaut aussi pour la France, les États-Unis vivent au-dessus de leurs moyens. Eh bien, pour l'administration Trump, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est la responsabilité des importations élevée américaine, elle vient des pays étrangers. Le problème, ce n'est pas du tout la dynamique et le modèle de croissance économique américain. Or, si le problème est mal posé, le problème de l'ampleur du déficit extérieur américain, si le problème il est mal posé, il y a peu de chances, c'est le moins qu'on puisse dire, que la solution apportée, donc une hausse massive des droits de douane, fonctionne. Et d'ailleurs, et Patrick l'a dit, le déficit commercial l'année dernière a à peine bougé. Alors, pour partie, on peut se dire que peut-être éventuellement c'est une question de temps. C'est un peu comme pour l'objectif de réindustrialisation, qui en soi est un bel objectif. Hein. Mais atteindre cet objectif au travers des droits de douane, j'ai comme un doute. Mais à supposer, donc grosse hypothèse, hein, à supposer que le tournant protectionniste produise les effets escomptés par la Maison-Blanche et que rien ne vienne entraver le processus. Or, en économie, rien n'est toute chose égale par ailleurs. Donc, deux hypothèses fortes. De tels effets sont de toute manière assez longs à se matérialiser. Et donc, à l'horizon du mandat de Donald Trump, il est peu probable qu'on voit des premiers effets de réindustrialisation. Alors, il y a un aspect éventuellement positif sur l'attractivité des États-Unis qui semble d'ores et déjà renforcée, si j'en crois en fait les annonces d'investissements et autres projets étrangers sur le sol américain qui se chiffrent en milliers de milliards de dollars. Je n'ai pas fait l'addition, mais il y a beaucoup de zéros. Le tout pour tenter d'amadouer le président Trump, contourner la guerre commerciale et puis bénéficier aussi des diverses mesures de déréglementation qui sont mises en avant par l'administration Trump. Sauf que cette attractivité qui semble renforcer à mes yeux, et on n'est pas forcément d'accord, mais à mes yeux, c'est un faux semblant. D'abord, ces promesses restent à concrétiser. On est encore quand même au stade des promesses. Il faut que ça se traduise en emploi. On n'y est pas encore. Et ensuite, produire sur le sol américain ne protège pas des droits de douane dès lors qu'une entreprise a besoin d'importer. Et vous savez que voilà, les chaînes de valeur, l'intégration dans les chaînes de valeur fait qu'une entreprise ne peut pas être totalement, on va dire, autonome, sauf à être sur un produit hyper particulier. À savoir aussi que le prix des droits de douane, contrairement à ce que Donald Trump cherche à faire croire, le prix des droits de douane n'est pas payé par les exportateurs étrangers, il est payé par les Américains, les consommateurs, les entreprises, les importateurs. Autre facteur d'inflation, au passage. Et alors, je l'ai déjà suggéré, mais cette attractivité américaine et l'environnement des affaires, même si on a l'impression que les États-Unis sont un aimant à investissement, à mon sens, cette attractivité, elle n'est pas plus favorable aujourd'hui, elle est au contraire moins favorable, entre autres du fait de la versatilité du président Trump, mais aussi du fait du durcissement de sa politique migratoire. C'est aussi un élément important de la politique économique américaine.
aussi du fait des risques, nous semble-t-il, que les efforts de déréglementation font peser sur la stabilité financière. On a eu quelques petits épisodes de tension qui ont fait long feu, mais qui sont à surveiller de très près. Sans parler, c'est un sujet qui me tient à cœur, sans parler des reculs et des risques environnementaux dont on peut penser que l'économie américaine bénéficiera à court terme, mais qui sont juste une erreur monumentale pour aujourd'hui et pour demain. Et puis, je ne sais pas si vous avez entendu parler aussi des tensions sur les prix de l'électricité causées par l'essor de l'IA. Donc pour une administration qui veut avoir une inflation basse, ils font, je caricature, je force un peu le trait, ils font presque tout le contraire de ce qu'il faut faire. Du côté de la politique budgétaire, c'est aussi un élément important. Alors c'est vrai qu'elle paraît, de facture plus classique, habituelle pour une administration américaine, en ligne avec les dogmes de Trump. Mais d'abord, on ne sait pas du tout si elle va produire des effets positifs sur la croissance américaine, et elle tend à pousser les taux d'intérêt longs. Donc vous voyez, voilà, on a quand même une politique économique qui, dans l'ensemble, est plutôt inflationniste et tend à plutôt pousser à la hausse les taux d'intérêt longs quand l'objectif recherché est précisément le contraire. Et 2 mots pour terminer. Si on fait un bilan rapide de cette première année du mandat de Donald Trump, forcément provisoire, hein, il est quand même assez mitigé. C'est vrai qu'on a une croissance forte, mais elle est sur des bases étroites. Elle est essentiellement portée par l'intelligence artificielle, qui est une révolution majeure, mais qui vient avec beaucoup de vulnérabilités, beaucoup d'inégalités. Ce n'est pas une croissance qui est généralisée et équitablement répartie. Le marché du travail emporte les traces. Voilà, donc on est quand même dans une configuration assez fragile. Merci. Merci Hélène. On gardera quelques minutes à la fin pour poser des questions. Tu n'as pas évoqué les politiques vis-à-vis des institutions publiques de recherche. Alors, Trump voulait baisser de 30% les budgets de toutes les institutions publiques de recherche, mais le Congrès a rétabli la plupart de ces budgets, sauf en ce qui concerne les politiques environnementales. Bon, enfin, c'est un autre point d'inquiétude. Donc, je passe la parole à Antoine Bouet. Et donc, tu veux nous parler des effets sur le commerce et sur l'OMC, sur l'organisation du commerce, et puis reprendre la discussion que j'avais abordée sur la politique optimale de l'Europe dans cet environnement basé sur beaucoup de protectionnisme aux États-Unis. Oui, merci d'abord pour cette invitation. Alors oui, le domaine des droits de douane, alors moi en tant que spécialiste des droits de douane, on pourrait dire que je suis très heureux de la présidence de Donald Trump, puisque les droits de douane sont vraiment sur le devant de l'actualité. D'ailleurs, ma fille n'arrête pas de me dire que j'ai beaucoup de chance. Mais c'est quand même difficilement prévisible, et c'est là qu'est le problème. Surtout, il y a un espèce d'ordre commercial qui est totalement remis en cause. Notamment, je voudrais parler de l'Organisation mondiale du commerce. Elle est vécue en France comme simplement une institution qui fait de la libéralisation du commerce, du libre-échange. Alors c'est plus compliqué que ça. Je pense que la chose importante à propos de l'Organisation mondiale du commerce, c'est qu'elle établit des règles. Donc elle structure le commerce. Donc, et c'est très important parce que ça veut dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi en termes de fermeture des marchés. Et s'il y a des problèmes, il y a une instance, l'organe de règlement des différends, qui va permettre de trouver une solution de manière pacifique, c'est-à-dire avec un arbitre qui intervient et qui négocie entre les parties. Et puis il y a des règles qui sont par exemple la non-discrimination. Donc si je mets un droit de douane sur un produit, c'est le même quelle que soit l'origine du produit. Et puis il y a, c'était à relier à ce que disait Hélène tout à l'heure, la consolidation des droits de douane. Ça veut dire qu'on définit un droit de douane maximum sur chaque produit. Donc les opérateurs commerciaux, s'ils veulent investir dans un réseau commercial aux États-Unis, traditionnellement, ils pouvaient se dire que sur ce produit, il y avait par exemple un droit de douane maximum de 5%. Et donc, je peux faire des calculs de rentabilité qui vont me permettre de voir si c'est rentable de mettre en place une opération d'exportation. Donc, ces règles, c'était très important. Plus peut-être que la libéralisation du commerce, qui de toute façon ne se fait plus depuis 1995, ou en tout cas la fin de l'Uruguay Round était en 2005. Donc, il y a 20 ans qu'on ne fait plus de la libéralisation du commerce avec l'OMC. Par contre, les règles, Donald Trump est en train de les bafouer complètement.
avec des tarifs qui sont à la fois discriminatoires. Donc, je mets un tarif sur un produit et il varie avec l'exportateur qui a fabriqué ce produit et qui exporte vers les États-Unis. Et puis, les droits de douane maximum, dont je parlais tout à l'heure, les consolidés, ils sont complètement explosés. Donc, on met des droits de douane qui sont non plus à 10% de droits de douane consolidés, mais à 50%, 100%, 145%. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Donc, ça veut dire la chose suivante, ça veut dire que c'est la loi de la jungle. Et la loi de la jungle, c'est le plus fort qui gagne. Et donc, c'est vrai que c'est du mercantilisme, mais c'est du mercantilisme qui est particulièrement agressif, avec un rapport de force, surtout qui s'établit en permanence. Vous faites quelque chose qui ne me plaît pas, je vais vous mettre un droit de douane sur tous les produits que vous exportez à 50%. Et donc, vous changez votre politique. Par exemple, l'homme politique que vous avez mis en prison, vous allez le sortir de prison. On a vu ça. Par exemple, vous voulez faire une réglementation des plateformes digitales, moi, je ne veux pas que vous le fassiez. Donc, faites attention, sinon je vous mets un droit de douane de 50%. Donc, c'est ça, c'est le rapport de force. Et puis, le gros problème aussi, c'est l'imprévisibilité, ça a été déjà évoqué. Les droits de douane varient sans arrêt. Et donc, on se gratte la tête à essayer de suivre ce qui se passe. Aujourd'hui, par exemple, nous qui sommes des spécialistes des droits de douane, on n'arrive pas bien à comprendre ce qui se passe sur ce qu'a fait exactement la Maison-Blanche. Et donc, les opérateurs commerciaux, c'est la même chose. Donc, je ne sais pas si j'exporte vers les États-Unis, si je vais avoir un droit de douane de peut-être 0%, 5%, 10%, 15%, voire plus. Et donc ça, c'est extrêmement problématique. Alors, l'impact sur le commerce. Alors, si vous regardez le niveau du commerce mondial en 2025 par rapport à 2024, en fait, il stagne à peu près. Et en fait, le commerce mondial fait des soubresauts depuis un moment. Il monte un petit peu, il baisse un petit peu. Il n'y a pas de nette tendance haussière comme il y avait auparavant. Et d'ailleurs, l'indicateur de degré d'ouverture qui mesurait l'importance du commerce mondial, le commerce mondial sur le PIB mondial, il stagne depuis 2007-2008, à peu près la même hauteur. Ce qui se passe par contre, c'est que la structure géographique du commerce change beaucoup. Par exemple, la Chine faisait à peu près entre 20 et 25%, il y a 7-8 ans, des importations de produits manufacturés des États-Unis. Maintenant, elle en fait plus que 9%. Et donc, ça veut dire que ce sont d'autres pays qui se sont substitués et souvent, on l'a montré par exemple sur le protectionnisme américain du premier mandat Trump, les Chinois sont à l'œuvre. Donc, on a baissé la part des importations chinoises aux États-Unis, mais c'est au profit d'autres pays qui sont en fait des entreprises chinoises qui ont investi dans ces pays ou qui font transiter des biens par ces pays. Donc c'est par exemple par le Vietnam, la Malaisie, voire le Mexique. Donc la Chine, en fait, contourne les barrières douanières que les États-Unis mettent sur les produits chinois. Et vous voyez que, effectivement, quand on ne respecte pas la règle de non-discrimination, quand on met des tarifs différents sur tel pays ou sur tel pays, les flux commerciaux ne font que souvent contourner ces barrières de commerce. Et puis il y a autre chose, c'est que le problème avec Donald Trump, c'est que s'il met des tarifs très importants sur la Chine, les Chinois vont exporter vers d'autres pays. Et donc, par exemple, ils vont rediriger leurs exportations vers l'Union européenne ou vers des pays d'Asie. Donc effectivement, on craint aujourd'hui d'être massivement submergé par des produits chinois qui n'auront pas trouvé de marché aux États-Unis. Voilà, donc l'incertitude quand même pèse sur le commerce. En fait, on a des indicateurs qui mesurent l'incertitude dans les opérations de commerce et c'est historiquement à des niveaux qui sont extrêmement élevés. Alors maintenant, qu'est-ce que peut être la réponse optimale de l'Union européenne ? L'accord de Turnberry en août 2025 a fait couler beaucoup d'encre. Donc l'accord de Turnberry, c'était de dire les Européens vont baisser des droits de douane sur des produits industriels
Et on va avoir un droit de douane qui sera de 15% sur... alors on l'a dit que c'était le droit de douane maximum. En fait, tous les droits de douane en dessous de 15% vont être augmentés à 15% et les droits de douane au-dessus de 15% vont être inchangés. Alors, est-ce que c'était un mauvais accord? Ça dépend du point de vue. Pour l'électorat, pour beaucoup de gens, les gens disent il faut riposter, il faut exercer des représailles. C'est difficile pour l'Europe. C'est difficile parce que d'abord, on est 27, on n'est pas tout seul, avec des intérêts commerciaux qui sont très différents. L'Irlande, la Pologne, l'Allemagne a des intérêts commerciaux qui sont très différents de la France. Il n'y a que 8% des exportations françaises qui vont vers les États-Unis. Et c'est des choses qui sont différentes dans d'autres pays. Bon. Ensuite, on est face à Donald Trump. Donc effectivement, c'est un problème parce qu'on sait que Donald Trump a un ego assez important, si j'ose dire, et donc on peut s'attendre à ce qu'il riposte de manière quasi systématique. Et donc le problème, c'est de savoir si on est prêt à rentrer dans une guerre tarifaire. En fait, si vous regardez la plupart des chefs d'entreprise qui exportent vers les États-Unis, ils veulent évidemment éviter cette guerre tarifaire parce qu'ils ont vu, par exemple, en avril 2025, que la guerre tarifaire avec la Chine a fait monter les droits de douane de part et d'autre jusqu'à plus de 100%. Donc, si vous devez effectivement exporter un produit avec un droit de douane de 100%, ça devient extrêmement difficile. Voilà, donc il faut faire attention, il y a un décalage entre le discours politique et ce que veulent en fait un certain nombre de fédérations d'industrie ou d'industriels. Et les hommes politiques ont tendance à dire, pour plaire à leur électorat, il faudrait riposter, mais en même temps, ils vont dire à des industriels, on va essayer de négocier les tarifs les plus bas. Et donc si vous regardez ce qui s'est passé en juillet 2025, un mois avant l'accord de Turnberry, au Conseil de l'Union européenne, il y avait une unanimité pour recommander la négociation d'un droit de douane de 15% et surtout d'éviter le droit de douane de 30%. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est très compliqué et c'est pareil pour la Chine. On pourrait effectivement imaginer des droits de douane de 30% sur les produits chinois, mais les Chinois riposteraient de manière systématique. Ils ont en plus un quasi-monopole sur un certain nombre de minerais stratégiques et aussi sur les principes actifs. On n'a pas tellement d'armes fatales. Voilà. Je pense qu'il vaut mieux négocier des accords de libre-échange, et ça c'est très important, c'est ce que était souligné tout à l'heure. Il faut négocier des accords de libre-échange, on l'a fait avec le Canada, on est en train de le faire avec le Mercosur, on va le faire avec l'Inde, avec l'Indonésie. Pourquoi? C'est pour non seulement diversifier les destinations de nos exportations, mais aussi diversifier les sources de nos importations. Et par exemple, il y a dans beaucoup de ces accords des accords qui portent sur des minerais stratégiques parce qu'on signe des accords commerciaux aussi avec des pays producteurs de ces minerais qui sont très importants. Voilà, je reprendrai peut-être tout à l'heure. Merci bien, Antoine. Donc, je passe à Juan. Juan doit nous parler du passage de la mondialisation à une politique de puissance des grands pays et donc de la fin en fait de la mondialisation telle qu'on l'a connue jusqu'à il y a une dizaine d'années. Oui, merci beaucoup. Donc déjà, c'est une excellente introduction de votre part, d'Hélène et aussi d'Antoine, donc je suis assez d'accord avec tout ce qui était dit. Mais je voulais juste mettre un tout petit peu de perspective parce qu'on a surtout on a un public très jeune. Et on a l'impression que Trump est tombé du ciel ou il est monté des enfers pour venir tout basculer. Et je pense qu'il faut rappeler qu'il s'inscrit dans un moment historique, une tendance de bascule, de mondialisation exactement, de mondialisation basée par les règles qui a très bien décrite par Antoine, pour une où les rapports de force qui ont toujours existé, mais qui sont beaucoup plus déterminants pour conditionner le commerce, les prix, qui commerce avec qui, etc. Donc la mondialisation, qu'on a connue comme mondialisation heureuse en France, basée sur les règles, était fondée sur le principe
auquel les économistes sont très attachés, que le commerce international bénéficie tout le monde. C'est-à-dire si les pays s'intègrent, si le commerce entre eux, on peut tous s'enrichir ensemble. Il y en a qui vont s'enrichir un peu plus que les autres, mais c'est bénéfique pour tout le monde et surtout, ça va nous amener à un monde pacifié. Bon, cette hypothèse, on voit aujourd'hui qu'il a été un peu mise à l'épreuve. Dans une transaction, il y a quelqu'un qui exporte, donc il fait un profit, et de l'autre côté, il y a quelqu'un, un consommateur, une entreprise qui a accès à un produit moins cher, de meilleure qualité ou tout simplement différent. Donc c'était le principe qui structurait l'Organisation mondiale du commerce. Et l'OMC, c'était une série de règles qui visaient surtout à réduire au minimum possible l'asymétrie des pouvoirs entre les grands et les petits pays. Donc, les principes de non-discrimination ou notamment de réciprocité. Je baisse un peu le doigt d'âne, tu me baisses, etc. Maintenant, ce qui est important de rappeler, c'est qu'un système comme ça fonctionne si les participants y voient l'intérêt, notamment si les grands pays y voient l'intérêt à participer. Et il se trouve que depuis déjà une quinzaine d'années, les États-Unis ont perdu l'intérêt, ou ils pensent que ces systèmes que eux, ils ont été l'architecte, et surtout c'était une sorte de police des systèmes, ils fonctionnaient grâce à leurs interventions, ils ont commencé à se retirer. Par exemple, l'organisme de différence qui a été mentionné, il a été déjà mis en question par Obama en 2016, qui a bloqué la nomination des juges, et Trump, il est venu en 2018 à finir ces processus-là. Et donc Trump, il arrive aussi avec la force d'une certaine désillusion du commerce aux États-Unis, dans le cas d'une montée d'inégalité importante qui a aussi poussé à un différent aspect, disons, approche de la mondialisation aux États-Unis, et aussi dans le cadre de l'émergence d'une très forte compétiteur de taille qui était la Chine. Donc, une petite donnée, la Chine faisait 3% du PIB en 1990, aujourd'hui elle fait plus de 20%. Elle est plus loin que les États-Unis, elle est plus loin que l'Europe. L'Europe et la Chine et les États-Unis, comme vous l'avez mentionné, c'est plus ou moins la moitié du monde. Donc Trump, il vient avec ces vents-là et il amène la chose un peu plus loin, c'est-à-dire qu'il se libère de toute contrainte. Moi, je mets le doigt devant comme je veux, si la Cour suprême de mon pays m'interdit, je m'en fous, les règles de l'OMC, et aussi il a touché un principe très important de l'ordre de la post-guerre, qui était que les frontières ne se touchent plus. Donc, du coup, il s'est dit, moi ça m'intéresse le Groenland, moi ça m'intéresse le Canada, pourquoi pas. Donc ce type de rhétorique, on ne l'écoutait pas depuis déjà 80 ans. Donc nous, en Europe, on perd nos repères, on ne sait pas trop où aller. Je voudrais juste reprendre l'idée du mercantilisme que vous avez mentionné et dans le reste de mon intervention, faire 2 points. Une ressemblance avec le mercantilisme du XVIIe siècle qui en France avait été relié à des politiques, par exemple de Colbert, etc. Et une différence, je pense que ces 2 aspects que je vais mentionner nous aident à comprendre aussi la situation d'aujourd'hui et aussi comment l'Europe pourrait se positionner. La ressemblance, c'est exactement un grand changement qui est arrivé beaucoup de fois dans l'histoire de l'humanité, qui est un changement dans les valeurs. Donc, dès cette idée que le commerce va nous pacifier et va nous faire enrichir ensemble, on a l'ambition comme que le commerce, c'est un jeu à somme nulle. C'est-à-dire dans une transaction, comme vous l'avez mentionné, il y a un qui gagne et l'autre qui perd. Donc on entend beaucoup de ça dans la rhétorique trumpienne. On perd en commerce, on perd en commerce, on se fait arnaquer. Pour nous, pour les économistes, nous sommes dans la tradition économique plus classique, depuis Adam Smith, Ricardo, on voit le commerce comme quelque chose qui bénéficie tous les parties, donc on se prend un peu la tête et ne le comprend pas. Mais cette idée de commerce en tant que jeu à somme nulle, il est aussi lié à une logique de pouvoir. Parce que la richesse, en soi, elle est absolue. Vous pouvez gagner 20 millions, 30 millions, moi je peux gagner 10, mais on est tous les deux meilleurs, et ça c'est le principe de la richesse. Le pouvoir, il est relatif. Si moi j'ai plus de pouvoir, les autres ont moins de pouvoir. Donc maintenant, on est dans une situation où ces 2 grandes puissances ressentent le monde comme quelque chose qu'il faut l'arracher et l'arracher aux autres. Donc c'est ça qui mène, je pense, beaucoup des actions. En Chine, on ne voit pas Xi Jinping crier, bouger les bras, etc., faire un théâtre comme un train, mais la politique chinoise, comme ça a été dit ici, elle est clairement dans le même sens. C'est-à-dire qu'il y a un grand appareil d'État qui supprime la consommation, qui vise à avoir la Chine dans une place centrale dans la manufacture et dans les exportations, en détriment peut-être du bien-être des citoyens chinois. Et ce qu'on voit, un peu une logique similaire aux États-Unis, c'est-à-dire que les objectifs des pouvoirs mercantilistes de Trump ne sont pas forcément alignés
avec des objectifs de bien-être, ce qui a été bien dit par Hélène. Donc ça, c'est le premier point. Il y a une différence avec l'époque du mercantilisme, c'est qu'à l'époque, les grandes compagnies d'essence, les grandes compagnies d'État étaient, vous savez, on exportait des biens industriels et on importait des matières premières. Aujourd'hui, les biens industriels sont produits un peu partout dans le monde. Grâce à la mondialisation, les chaînes de valeur impliquent, vous savez, une idée pour un iPhone aux États-Unis, vous produisez une machine de lithographie aux Pays-Bas, vous l'exportez vers le Taïwan, et ça, c'est exporté vers la Chine, etc. Donc cette interconnexion du monde, c'est ce qui a permis un gain de productivité et de commerce. Et on a tous des nouveaux produits, des nouveaux iPhones, etc. Mais aujourd'hui, avec ces nouvelles mentalités, elle est une arme de guerre. Donc, et c'est un peu la logique qu'utilisait Poutine. Quand il disait, moi, je vais m'accaparer de l'Ukraine. Si tu ne fais pas ça, je ne te vends pas le gaz. Bon, Trump dit un peu la même chose. Il dit, bah, moi, je vais le Groenland. Si tu ne me le donnes pas, bah, je te mets des tarifs. Donc, je t'enlève une ressource qui est importante pour toi, que c'est le consommateur américain. Donc, et évidemment, ça aussi conditionne la réponse de l'Europe. Parce que si on se met à faire la coercition, il y avait un député qui avait dit on va arrêter les exportations des machines, des lithographiques. C'est des machines très importantes dans les chaînes de valeur des semi-conducteurs. Quelqu'un l'a rappelé que ces machines sont faites aux Pays-Bas avec des licences américaines. Donc c'est très compliqué, surtout en Europe, qu'on n'a pas une place centrale dans beaucoup de ces biens stratégiques. Et peut-être plus important, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde différemment, et je vais conclure avec ça, par rapport au mercantilisme, où les grandes entreprises de commerce mercantilistes faisaient un bloc avec l'État. C'était des monopoles d'État ou bien des monopoles donnés par l'État. Aujourd'hui, les intérêts des grands groupes, comme tu as mentionné, Antoine, sont contraires aux intérêts des pouvoirs nationaux des États parfois, ou des sécurités économiques. Parce que les grandes multinationales ont intérêt de produire en Chine, ils ont intérêt de vendre en Chine. Donc, quand l'Union européenne suggère de mettre des droits de douane en Chine, c'est une politique qu'on pourrait réfléchir. Vous savez, beaucoup d'industries en Allemagne notamment qui sont contre, qui vont aller contre ça. Si vous voyez par exemple la discussion entre Trump et Tim Cook, qui est le CEO d'Apple, et Tim Cook a dit à Trump, en fait, moi je ne peux pas produire les iPhones aux États-Unis, je dois produire en Chine. Parce que l'objectif d'Apple, ce n'est pas de faire les États-Unis great again ou merveilleux again, c'est de gagner de l'argent. Et il y a là une contradiction qui met quand même une certaine contrainte à la liberté des États. C'est pareil si on réfléchit à la relation entre Elon Musk et Trump. Il était évident à un moment donné qu'Elon Musk allait se disputer avec Trump parce que les objectifs des profits de Tesla sont complètement contraires aux objectifs des pouvoirs nationaux. Pourquoi? Parce que Tesla ou Apple, quand ils vont en Chine aussi, ils transfèrent la technologie qui rend les limites des États-Unis plus puissants. Donc tel est le monde où on se trouve maintenant. Et donc j'attends aussi pour réponse, pour voir qu'est-ce qu'on fait. J'ai quelques idées, mais merci beaucoup. Merci Juan. Alors nous changeons de sujet parce que nous passons à la finance et Raphaël va nous expliquer si le paradoxe qu'aujourd'hui les États-Unis font 20% du PIB mondial et que le dollar représente 60% des monnaies de réserve et 70% des échanges financiers mondiaux est tenable dans le long terme. Y aura-t-il une crise épouvantable de confiance dans le dollar? Allô? Oui. Bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Patrick, moi je vais aborder le sujet du système international. Donc, vers quel nouveau système monétaire international Trump nous conduit-il? Donc, je vais essayer de répondre à 3 questions. Dans une première partie, je vais faire une autopsie du régime du dollar qui est en train de mourir pour moi. Et ce sera intéressant parce que ça permet de voir que l'émergence de Trump comme un mouvement, comme leader politique, elle est intrinsèquement liée aux conditions de fonctionnement du système monde créé par les États-Unis après 1989 autour du rôle central du dollar. Le deuxième point, c'est comment Trump détruit le statut du dollar comme monnaie internationale, tout en clamant qu'il veut le préserver. Et troisièmement, c'est vers où cela nous mène-t-il, quel régime pour remplacer ce système ancré sur le dollar.
Donc, comme l'a dit Patrick, le dollar, c'est toujours la devise clé du système. C'est 50% de la facturation du commerce international, 57% des réserves de change. Et sur les marchés juste d'échange de devises, sur le marché d'échange, 88% des transactions ont toute une patte qui est le dollar, entre deux devises. Et donc, comme je le disais, le dollar est vraiment au centre du système monde que les États-Unis ont construit après la chute du mur de Berlin en 1989, autour de deux concepts clés. Le premier, c'est la Pax Americana, donc une stabilité géopolitique assurée par les États-Unis. Et le deuxième, c'est le respect de règles du jeu qu'on peut résumer par ce qu'on a appelé le consensus de Washington, qui était en gros un corpus de règles de libéralisation des économies. Donc, pourquoi le dollar a été accepté comme devise internationale ? C'est des raisons qui sont absolument classiques. Donc là, je refais un peu un cours d'économie. Il y a des raisons politiques. Premièrement, la stabilité institutionnelle, juridique et politique des États-Unis. Deuxièmement, il y a la puissance militaire. Cette puissance militaire, en fait, elle a deux jambes. La première, c'est la marine de guerre américaine qui assure la libre circulation des marchandises sur tous les océans. Et deuxièmement, c'est un réseau d'alliances à travers la planète entière qui garantit que les États-Unis ont une capacité de projeter de la puissance partout dans le monde pour discipliner, en fait, et faire respecter le droit international. Le corollaire de ça, c'est que de temps en temps, les États-Unis doivent recrédibiliser cette puissance avec des interventions militaires à l'extérieur. Deuxièmement, les raisons économiques. Il fallait une économie ouverte aux échanges avec un grand marché domestique, c'est le cas des États-Unis. Deuxièmement, un système financier solide, composé d'un réseau de banques internationales qui fait un système qui offre une infrastructure pour les paiements en dollars à travers la planète entière. Deux, des marchés financiers profonds et liquides, et en fait une crédibilité budgétaire et monétaire qui fait que les États-Unis étaient capables d'offrir de façon complètement élastique des actifs sans risque au reste du monde comme produit d'épargne. Et donc ce système s'est révélé très stable depuis 3 décennies. Il a résisté à 4 crises majeures: la crise asiatique de 1998, l'éclatement de la bulle Internet en 2000, la grande crise financière de 2008 et la pandémie de 2020. Donc pourquoi ce système était si stable ? Je pense que le premier, c'est qu'il n'a pas souffert de la limitation de ce qu'on appelle le paradoxe de Triffin. Donc, dans le paradoxe de Triffin, en fait, c'est que l'émetteur de la monnaie internationale va tomber dans 2 écueils. Soit il accepte des déficits externes permanents, et il peut devenir insolvable, soit il refuse les déficits externes, et à ce moment-là, le reste du monde est asphyxié parce qu'il n'a pas assez de liquidité. Donc, dans le cas des États-Unis, on est bien sûr dans la situation de l'émetteur de la devise internationale qui a des déficits extérieurs. Mais jusqu'à présent, on ne se posait pas la question de l'insoutenabilité de la dette externe américaine parce qu'on a eu toujours la supériorité du rendement du capital aux États-Unis. Et je dirais qu'il y avait 2 piliers à cela. Le premier, c'était la capacité des États-Unis à toujours innover à la frontière technologique. Et deuxièmement, je dirais qu'il y avait aussi une acceptation de l'immigration qui faisait qu'on avait une croissance potentielle plus forte aux États-Unis qui, elle aussi, aidait à avoir un rendement du capital plus élevé. Alors, pour l'instant, on peut dire que ces 2 facteurs-là étaient toujours présents jusqu'à l'avènement de Trump. Ensuite, je dirais les autres limitations, c'est pas vraiment des vices de forme du système, c'est plutôt que les acteurs n'ont pas respecté les règles. Pour que ce système fonctionne, il fallait en fait respecter 5 règles. La première, c'est que tout le monde adhérait à la Pax Americana, c'est-à-dire il fallait accepter les frontières héritées de la guerre froide, que ce soit les frontières de l'ex-URSS, que ce soit le statut de Taïwan ou le statu quo sur la péninsule coréenne. Deuxièmement, il fallait que tous les pays s'engagent à un commerce équitable, avec respect des droits de propriété intellectuelle, absence de dumping social ou environnemental. Troisièmement, il fallait que les taux de change soient librement flottants entre toutes les devises. Quatrièmement, que le pays émetteur n'abuse pas de son privilège exorbitant au point d'avoir des déficits budgétaires insoutenables et là, créer une situation d'insolvabilité sur la dette publique. Et enfin, je dirais, cinquièmement, c'est plus controversé, mais il fallait aussi que la Banque centrale ait la bonne fonction de réaction. C'est-à-dire, est-ce que la Banque centrale a le bon logiciel, qu'elle lutte contre l'inflation, mais aussi qu'elle ait une visée un peu intertemporelle pour éviter les cycles de surinvestissement, surendettement et phénomène de bulle. Et je dirais que ces 5 règles ont été violées.
parce qu'évidemment, on a le révisionnisme géopolitique de la Chine et de la Russie notamment. La Chine s'est livrée à un pillage technologique de l'Occident, avec un dumping social et environnemental, une cornerisation de marchés de matières premières stratégiques, comme les terres rares, et également, au côté américain, il n'y a pas eu de réforme des finances publiques, notamment sur les dépenses de sécurité sociale et systèmes de santé. Et enfin, la Fed s'est laissée entraîner dans une espèce de fuite en avant, dans des cycles de bulles financières qui ont engendré des inégalités croissantes. Et donc, le non-respect de ces règles du système ont aggravé les tensions sociales internes au système au niveau de la société américaine. Et donc, ce n'est pas vraiment que le système monde, d'un point de vue économique, s'est effondré, mais c'est surtout que le coût social pour les États-Unis, d'un seul coup, s'est avéré insoutenable. Parce que si on reprend les 5 griefs qui déterminent le Trumpisme, je dirais que 4 sont directement liés à ce système monde axé sur le dollar. Le premier, c'est le rejet de l'immigration. On a vu que ça avait été important. Deuxièmement, l'inflation liée au déficit public, parce qu'on a acheté la paix sociale avec les déficits publics. Troisièmement, le rejet de la désindustrialisation de certaines régions des États-Unis. Quatrièmement, le rejet des interventions militaires extérieures permanentes, les guerres sans fin que Trump avait dénoncées. Le 5e pilier du Trumpisme, c'était le rejet du wokisme. Donc ça, c'est difficile de le relier au dollar, mais je dirais que le wokisme, c'était aussi une réaction à l'inacceptabilité d'un niveau d'inégalité sociale très élevé aux États-Unis. Alors, est-ce que le système n'était pas réparable? Je pense que le système aurait pu être réparé. On voit que sous Biden, il y a eu des tentatives. Notamment, les démocrates avaient créé en fait un protectionnisme qui était en fait une coalition de pays contre la Chine. Donc c'était un protectionnisme de coalition et extrêmement ciblé. Et deuxièmement, ils ont fait de la redistribution. Et on peut dire que voilà, le système créait des perdants, mais on pouvait, avec de la redistribution, essayer de le rendre plus équitable. Mais Biden n'est pas allé assez loin là-dessus. Et je pense que ce qu'il a manqué à Biden, c'était un plan d'ajustement à long terme des finances publiques. Et enfin, une politique monétaire plus ferme contre l'inflation et les bulles. Alors, Trump, lui, arrive. Il est porté par la vague de tous les griefs sociaux générés par le système. Et finalement, ce qu'il fait, c'est qu'il dynamite tout le système au lieu d'essayer de le réparer, tout en clamant qu'il veut maintenir le rôle du dollar. Donc, c'est très facile. J'ai dit que pour être une monnaie de réserve, il fallait la stabilité institutionnelle. Donc voilà, Trump s'attaque à tous les contre-pouvoirs. Il critique la Banque centrale, la Cour suprême. Il a supprimé l'indépendance de toutes les agences fédérales, à part la Réserve fédérale. Tentative de mise au pas des médias, attaque contre les droits de propriété, même une tentative de coup d'État en janvier 2021. Les États-Unis devaient être le garant du droit international. Ils ont violé ce droit au Venezuela, en Iran, et ils ont décrédibilisé l'OTAN. Ensuite, protectionnisme tous azimuts. Et enfin, dans la fourniture d'un actif sans risque, c'est la destruction de l'actif sans risque avec une dette publique hors de contrôle, et deuxièmement, les attaques sur la crédibilité anti-inflationniste de la Réserve fédérale. Donc, vers quel système va-t-on aller? La particularité, c'est qu'en fait, on a l'effondrement du règne du dollar, mais il n'y a aucune devise pour le remplacer. Pourquoi? Parce que l'euro est une puissance économique, mais sans puissance budgétaire unifiée, sans puissance militaire. La Chine est une puissance économique et commerciale et technologique, mais avec une devise qui ne sera jamais convertible, parce que les banques chinoises sont virtuellement insolvables. Le Japon est une économie trop petite, avec toujours des penchants protectionnistes. Donc, qu'est-ce qui reste? En fait, finalement, comme il n'y a pas de concurrent pour le remplacer, on assiste à une dissociation du rôle de la devise internationale, avec d'un côté l'émergence de nouvelles monnaies comme monnaie de paiement, et je pense notamment là au yuan électronique, donc la monnaie banque centrale digitale de la Chine, qui est en train de devenir une monnaie de paiement. En plus, la Banque centrale chinoise évoque l'idée de payer des intérêts dessus. Et deuxièmement, les actifs refuges, c'est-à-dire une remonétisation des matières premières comme l'or et les métaux précieux, jusqu'à aller vers les crypto-monnaies comme le Bitcoin. Donc au total, en fait, on assiste à une dissociation de la valeur pivot du système international, et je pense que ça générera beaucoup plus d'instabilité nominale et donc un monde plus inflationniste.
Très belle démonstration, merci Raphaël. Donc Anton va nous expliquer que le système antérieur, qui était basé sur le capitalisme néolibéral et la liberté du mouvement des capitaux, était de toute manière intenable et que nous avions largement sous-estimé ses inconvénients. Je ne sais pas si ce micro marche. Oui. Non, ce que je voudrais essayer de développer comme idée, c'est qu'en fait, Trump ne nous conduit pas vers un nouveau monde, il met l'accent sur le monde tel qu'il est, et finalement, il nous force à faire preuve de moins de naïveté sur 2 points au moins. Un, ce que c'est que le capitalisme, parce que ça a été brièvement évoqué, mais je pense que c'est important d'y insister. En 2019, il se passe quelque chose d'assez étonnant. 2019, c'était il y a un certain temps, donc vous étiez jeune, mais je le rappelle quand même, les grandes entreprises américaines qui se réunissent régulièrement autour de la Business Roundtable, c'est les plus grandes entreprises américaines, près de 200, publient une déclaration qui marque tout le monde, et tout le monde note, dans laquelle ils expliquent que le rôle de l'entreprise capitaliste, ça n'est pas seulement, comme ils le disaient jusque-là, de faire le plus de profit possible pour leurs actionnaires. C'est aussi de prendre en compte l'intérêt de la société, préserver l'environnement, faire preuve d'une certaine équité à l'égard de leurs employés, les rémunérer mieux, leur donner le plus d'avantages sociaux possibles, etc., etc. D'un seul coup, on découvre que le capitalisme n'est pas forcément ce qu'on pensait, c'est-à-dire une machine à faire essentiellement des profits, mais aussi une machine à produire du bien-être et du progrès social. En tout cas, c'est vraiment ce qui est ressorti à ce moment-là de cette déclaration de la Business Roundtable, et on a vu partout dans les grandes entreprises fleurir des opérations tendant à promouvoir la diversité, l'égalité, l'inclusion, c'était les maîtres mots, et bien sûr la protection de l'environnement, c'était une des grandes responsabilités de l'entreprise capitaliste. Et ça, on l'a vu aux États-Unis, on l'a vu aussi ailleurs. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que cette opération et ces déclarations étaient essentiellement une réponse à une pression. Ce n'était pas du tout quelque chose de spontané au capitalisme. C'est quelque chose qui était lié à la pression que la société, par divers canaux, par des lois, par aussi une pression purement de manifestation, exerçait sur le capitalisme et qu'il forçait, s'il voulait recruter, s'il voulait être bien perçu, s'il voulait pouvoir continuer de fonctionner comme entreprise, à bien fonctionner, ça le forçait à assumer cette responsabilité sociale et environnementale. Trump arrive, il dit tout ça, c'est de la foutaise, hein, on va éliminer tout ce qui peut avoir trait à la protection du climat, etc., etc. Bon, ça, il avait le droit de le faire, il avait dit qu'il le ferait, il l'a fait. Ce qui est intéressant, c'est de voir que du jour au lendemain, toutes les entreprises américaines, les grandes, ont retiré de leur raison d'être tout ce qu'elles avaient mis au centre de cette déclaration de la Business Roundtable. Il n'a pas fallu un mois pour que les entreprises, les grandes, et les plus petites ont suivi, mais ne s'étaient pas engagées, retirent tout ce qui concernait l'environnement, la diversité, l'égalité, l'inclusion. Tout ça, ça a disparu en quelques semaines de leur site internet, et plus personne aujourd'hui n'ose dire ça. Ça nous dit quoi? Ça nous dit que spontanément, le capitalisme, il obéit aux pressions qu'une société démocratique exerce sur lui. Il répond, mais spontanément, sa seule raison d'être, et je pense personnellement que c'est très bien, c'est d'essayer de rapporter un maximum à ses actionnaires. C'est à la démocratie qu'il importe d'exercer les pressions ou de voter les lois qui feront qu'en essayant de faire des profits, le capitalisme permettra un progrès social, mais penser, comme on le fait parfois, que spontanément il le fera, je pense que c'est une grave illusion. Et ça, c'est une des choses que Trump a montré de façon fascinante. Il n'a pas fallu très longtemps pour voir disparaître tout ce qui était hors profit, si je puis dire, des intentions des grandes entreprises américaines. De ce point de vue-là, je pense que c'est important de ne pas l'oublier. Le rôle de la démocratie est très important pour guider le capitalisme. La deuxième chose que Trump a fait découvrir aussi, c'est que, cette fois, ce n'est pas à propos du capitalisme, mais aussi à propos de la mondialisation. La mondialisation, si on l'aborde naïvement, si on s'y expose sans stratégie,
Et je ne parle pas de mercantilisme, je dis que les pays qui s'ouvrent à la mondialisation et qui n'ont pas de stratégie, eh bien, risquent très rapidement d'en être des victimes. Et là aussi, c'est ce que Trump nous a montré. C'est quoi la mondialisation? Très simplement, c'est deux choses. C'est d'abord la libre circulation des marchandises, mais aussi des capitaux, des entreprises, des savoir-faire des entreprises, donc des technologies. Et ça, le résultat de ça, ça a été quoi? Ça a été tout simplement de mettre les différents espaces économiques nationaux en concurrence pour attirer chez eux des capitaux, des savoir-faire, des entreprises. Certaines régions du monde l'ont fait. Et puis la deuxième dimension de la mondialisation, ça a été quoi? Ça a été de faire que cette libre circulation des capitaux, des entreprises, etc., s'élargisse à l'ensemble des pays, c'est pour ça que ça s'appelle la mondialisation, à l'ensemble des pays du monde, quel que soit leur régime politique, quel que soit leur niveau de développement. Ça a été ça, la mondialisation. Alors le résultat, c'est quoi? Eh bien, c'est que certains pays du monde ont mis en œuvre des stratégies pour utiliser ces degrés de liberté nouveaux que la mondialisation leur a offerts, et ça a eu pour résultat alors, je crois que Donald Trump emploie un terme qui est difficile à traduire, rip off, dépouiller, arnaquer, tout ce que vous voulez, un certain nombre de pays qui se sont vus privés d'un certain nombre d'emplois, tout simplement parce qu'ils sont abordés très passivement la mondialisation, sans aucune stratégie, alors qu'ils avaient en face d'eux des pays, tout le monde pense à la Chine, bien sûr, mais je crois que le meilleur exemple, c'est sans doute Taïwan. Là encore, il y a beaucoup de gens jeunes dans cette salle, personne ne se rappelle qu'il y a simplement 50 ans peut-être, ou 40 ans, on fabriquait à Taïwan ce qu'on appelait à l'époque des transistors, c'est-à-dire que ce n'était pas les puces qu'il y avait dans les petites radios, mais des petites radios portables, des petites calculettes, tout ça, c'était fabriqué à partir de composants électroniques qui arrivaient des États-Unis et qui étaient assemblés à Taïwan. Aujourd'hui, Taïwan, c'est la principale place de production, de fabrication des semi-conducteurs les plus évolués de la planète. Ce n'est pas le résultat d'une politique purement mercantiliste, c'est le résultat d'une stratégie de développement industriel qui a été menée à bien en 50 ans. Le problème, c'est qu'à côté de Taïwan, il y a la Chine, et que la Chine a fait la même chose, et que ça a privé les États-Unis d'une partie de leurs emplois. Pourquoi? Je répète, parce que les États-Unis ont abordé la mondialisation d'une façon complètement naïve, tout à fait passivement. Le résultat, c'est que leurs entreprises industrielles restent prospères. Il ne faut pas l'oublier, si vous regardez la part des profits des entreprises industrielles dans le PIB américain, elle n'a pas bougé. Mais si vous regardez la part de l'emploi dans la valeur ajoutée du secteur industriel américain, là, effectivement, l'emploi, il a disparu. Alors Trump, il nous dit quoi? Il nous dit, je veux faire revenir ces emplois, et à défaut de stratégie, il emploie sa méthode, c'est-à-dire, 1, je mets des droits de douane, et 2, je vous tords le bras dans le dos pour que vous veniez investir chez moi. Je pense qu'il a été dit il y a un petit moment, et je pense que beaucoup de gens pensent que ça ne marchera pas. Il n'empêche qu'à défaut d'une stratégie, il montre les lacunes auxquelles s'exposent ceux qui abordent ou ont abordé, parce que maintenant c'est un peu tard, la mondialisation, sans aucune stratégie. La deuxième chose, et je termine là-dessus, Patrick, c'est qu'en laissant entrer dans la mondialisation, non seulement des pays qui avaient des niveaux de rémunération du travail extrêmement différents, sans prendre aucune précaution particulière de ce point de vue-là, mais également des pays qui n'étaient pas forcément nos amis. Eh bien, on s'exposait au fait que les échanges internationaux, c'est une façon de développer la mondialisation telle qu'on l'a conçue, ça développe les interdépendances. Mais les interdépendances, c'est quelque chose qui peut facilement devenir une source de vulnérabilité si on n'y fait pas attention. Et là aussi, Donald Trump, lors de sa première présidence, il a fait quoi? Il a dit, mais attention, là j'ai un problème avec une entreprise qui s'appelle Huawei. C'est des gens très bien, ils fabriquent des trucs qui ne sont pas chers, qui pourraient nous servir pour améliorer nos réseaux, etc. Mais moi, j'en veux pas chez moi, parce que ça peut être une façon d'espionner les États-Unis. Si tout le monde utilise des téléphones fabriqués en Chine, eh bien, je m'expose à une certaine vulnérabilité. Et ça, c'est lié au fait qu'on a laissé s'inclure dans l'économie mondiale des pays qui n'étaient pas forcément nos amis. Alors, j'ai parlé beaucoup des risques que les États-Unis ont pris, mais c'est assez facile de transposer en Europe
Rappelez-vous de ce qui s'est passé avec le gaz en provenance de Russie. Rappelez-vous aussi, pour rester aussi en matière industrielle, et j'ai fini, hein, Patrick, ce qui s'est passé, l'Allemagne, tout le savoir-faire automobile allemand a été transféré en Chine. Et aujourd'hui, je suis venu à pied, là, si vous allez rue Pierre Charon, ce n'est pas une publicité, hein, vous avez le stand de vente de BYD qui fabrique des voitures qui sont juste 2 fois moins chères que les voitures allemandes, aussi grosses et presque de la même qualité. Et en Allemagne, par contre, on a une crise automobile qui est gravissime. Donc je conclus juste pour dire que la mondialisation en soi, ce n'est pas une mauvaise chose. Il faut juste faire attention à ne pas l'aborder naïvement, comme on l'a fait dans beaucoup de régions du monde, et en particulier aux États-Unis. Et c'est à ça que Donald Trump répond aujourd'hui. Voilà, j'en ai fini avec ces quelques remarques. Merci Antoine. Donc malheureusement, nous n'avons pas le temps de prendre des questions, parce que nous devons passer... Et il n'y a pas de questions à distance, non? Une question de l'assistance. Allez-y. Déjà, merci. Alors, je m'appelle Maël et j'avais une question. Avec Trump, est-ce qu'on passe définitivement d'un monde de règles et d'accords à un monde où seule la loi du plus fort compte? Je crois qu'on a tous répondu oui. Alors, reste à savoir la durée de cette mutation. On a aussi pas beaucoup de vues sur l'avenir politique des États-Unis. On va voir les élections de midterm. Si Trump ne bricole pas la règle électorale, probablement il va perdre midterm, enfin il va perdre probablement la Chambre des représentants, ce qui pourra rechanger à nouveau les politiques américaines. Hein. Donc on ne sait pas si c'est un choc durable ou si c'est un choc transitoire. Bon, enfin oui, c'est un monde, enfin on l'a dit, c'est un monde de puissance qui s'exerce dans le domaine du commerce, dans le domaine de relocalisation industrielle, dans le domaine de la diplomatie, dans le domaine des méthodes de la diplomatie, des interventions extérieures. Oui, mais à nouveau, faut pas confondre les États-Unis et Trump, quoi. Je veux dire. Antoine. Si je peux ajouter juste quelque chose, et ça a été dit, et je voudrais insister là-dessus, le discours de Mark Carney aussi a été très important à cet égard. Il n'y a pas que les États-Unis dans le monde, et donc on a aussi beaucoup de pays amis, des puissances qui sont moyennes, mais globalement, ça fait une puissance économique importante. On a le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, on peut parler avec l'Inde, avec l'Indonésie, le Brésil, l'Argentine, etc. Donc il n'y a pas que les États-Unis qui imposent leurs lois au reste du monde. Et puis, il reste à savoir quelle sera la réaction des électeurs américains à la détérioration de leur situation. Enfin, quand on regarde l'évolution des revenus aux États-Unis, il n'y a que les 10% d'Américains aux revenus les plus élevés qui ont une progression de leurs revenus, quoi. Donc, l'électorat de Trump devrait normalement se rebeller contre ça, et on ne sait pas s'il le fera ou pas, quoi. Merci à tous de votre présence.